Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne du coach immobilier, chaîne qui a été créée pour vous, pour vous informer sur ce métier émergent et vous donner toutes les informations et de la motivation si vous voulez vous former, vous reconvertir. Alors aujourd'hui, je suis très très heureuse de recevoir Christine Colombel-Pelos, qui est une visionnaire. On va vraiment parler aujourd'hui de c'est quoi être visionnaire et pionnier d'un métier émergent. Puisque Christine, tu as fait ce que nous on fait depuis quelques années, les coachs immobiliers. Toi, tu l'as fait il y a presque 30 ans et le métier de chasseur immobilier qui est notre parfait pendant, puisque le chasseur ne s'occupe que des acquéreurs et nous, on ne s'occupe que des vendeurs. Donc, je te laisse te présenter, pardon, qui tu es et comment tu es venu à ce métier. Merci beaucoup en tout cas pour l'interview parce que c'est toujours un exercice agréable. En gros, pour résumer, moi j'ai créé Home Like Home en 2003, donc ça fait 23 ans, très exactement. Donc c'est un métier qui m'est venu, c'est pas du storytelling, mais qui m'est venu en fait par expérience personnelle quand j'ai cherché mon premier appartement. À l'époque, je travaillais dans les médias, dans des grandes entreprises où j'avais peu de temps pour visiter. En plus, Internet était encore peu développé à l'époque. Et en fait, quand j'ai cherché mon premier appartement, donc c'était en 1998, donc bien avant les années 2000, oui, c'est ça, 98-99. En fait, je me suis dit, bah, il y a un problème sur ce marché immobilier parce qu'en fait, les agences, elles disent qu'elles s'occupent des acquéreurs, mais en fait, elles s'en occupent pas vraiment. Et en fait, donc les acquéreurs sont frustrés. Et je me suis dit, on peut pas être des deux côtés. Donc, soit on est comme un avocat, on défend les intérêts de son client, donc soit les intérêts de l'acheteur, soit les intérêts du vendeur. Mais on peut pas à la fois défendre les intérêts du vendeur et de l'acquéreur. Et j'avais pas l'intention de créer de société à l'époque puisque je travaillais dans Internet. 2001, ben, explosion de la bulle Internet, je me suis retrouvée licenciée, j'avais deux enfants. Euh, à l'époque, il y avait beaucoup de monde sur le marché du travail, c'est un peu ce qu'on voit en ce moment, donc une grosse crise suite oui, vraiment à l'explosion de la bulle Internet. Et je me suis dit, bah, tiens, c'est le moment de lancer, pourquoi pas de lancer une société dans la chasse immobilière, puisque par expérience personnelle, j'ai vu qu'il manquait un maillon de la chaîne, en tout cas dans les métiers immobiliers. Donc, je l'ai lancé en 2003 et surtout, moi, j'avais aucune expérience en immobilier, mais j'avais les diplômes qu'il fallait. Donc, en fait, j'ai fait l'école Boulle en parallèle en architecture intérieure pour justement avoir un peu une vision en 3D, une vision de l'espace, bien comprendre les immeubles, la manière dont ils sont faits, l'articulation en fait des bâtiments et pas raconter n'importe quoi. Donc 2003, j'ai lancé Home Like Home, donc avec la formation à l'école Boulle et après au fur et à mesure, je me suis développée. Alors j'ai pas du tout cru à la province tout de suite. Hmm. J'ai créé en fait la FNCI à l'époque qui s'appelait la Fédération nationale des chasseurs immobiliers en 2007. Alors, c'était la FNCI et moi, c'est la Ouais. FNDCI, Fédération nationale des chasseurs immobiliers, des coachs immobiliers, pardon. C'est coach immobilier. Ouais, c'était la Fédération nationale des chasseurs immobiliers, justement pour faire un peu émerger, grossir le métier et faire comprendre en fait au gouvernement et aux différents cabinets ministériels qu'on était un métier à part, un nouveau métier, que nous on était là pour défendre les intérêts des acquéreurs, qu'on les accompagnait de la définition du cahier des charges jusqu'à la vente définitive. En fait, pour leur dire, le chasseur immobilier, c'est le pendant du chasseur de tête, sauf que de chasser des hommes, on chasse des appartements et des maisons. Donc c'était vraiment ça le point de départ de la FNCI. Après, ça s'est développé puisqu'il y avait deux fédérations qui existaient, etc. Et maintenant, il n'y a plus qu'une seule fédération qui existe, qui s'appelle la FCI, en fait, des chasseurs immobiliers, qui regroupe à peu près 90 cabinets de chasse immobilière et dont je suis la présidente. Et en fait, le fer de lance de cette fédération, c'est d'une part de regrouper
les meilleurs chasseurs immobiliers et surtout ceux qui sont là pour défendre les intérêts des acquéreurs. C'est-à-dire que certains cabinets de chasse peuvent prendre des missions de vente, mais il faut que ça reste epsilon par rapport à leur chiffre d'affaires. C'est vraiment dans le cas où un client nous confie une mission de recherche, mais il souhaite que ça soit la même personne qui vende son appartement ou sa maison en amont. En revanche, les chasseurs qui font de la transaction au quotidien, de la transaction immobilière au quotidien, ont pas leur place en fait au sein de la FCI. Il y a d'autres structures comme la FNAIM qui Voilà. existent, Mm. qui Mm. sont vraiment, ou alors des fédérations comme la tienne, mais qui sont vraiment dédiées en fait aux vendeurs. Le métier a pas mal évolué parce qu'en fait, quand je l'ai lancé, effectivement, j'étais précurseur, il y avait très peu de chasseurs immobiliers. Donc, c'est vraiment un métier anglo-saxon parce que c'est un métier de service. Et c'est toute la difficulté qu'on a 23 ans après, c'est que faire payer le service à des Français, c'est beaucoup plus compliqué que de faire payer le service à des anglo-saxons. Et je peux te donner une anecdote, par exemple. Souvent, quand j'ai des clients étrangers, en fait, moi, je prends pas de frais au démarrage pour différentes raisons, par rapport à la loi OGEP, par rapport à la FCI, etc. On a choisi cette position, en tout cas au sein de Home Like Home. Donc, je suis rémunérée uniquement au succès. Et en fait, quand j'ai des clients américains qui me confient une recherche, ils me disent, mais en fait, si on ne vous paye pas, qu'est-ce qui nous garantit que vous allez travailler pour nous? Donc, en fait, pour eux, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas qu'on puisse commencer une mission de recherche sans avoir de Mm. rémunération. Mais après, c'est toute la différence entre les anglo-saxons et les Français. Et c'est pour ça que moi, dans ma clientèle, j'ai aussi une grosse part de clients non résidents, à la fois étrangers, expatriés, mais aussi, voilà. Enfin, Alors, c'est super. Alors, en fait, on va revenir en détail sur tout ce que tu viens de dire parce qu'il y a des choses vraiment importantes par rapport à nous. Alors, déjà, par rapport au terme de chasseur immobilier, parce que nous, on a eu un problème. À un moment donné, il a fallu que je te tranche au début de la création de la FNDCI parce que le terme de coach posait problème. Mais j'ai fini par trancher parce que d'abord, c'est comme ça que ça s'appelle au Canada, le métier coach immobilier, accompagner les vendeurs à vendre sans intermédiaire, c'est le coach immobilier. Et puis parce que l'industrie du coaching, ça va être une des deux, trois industries les plus importantes qui vont se développer dans les années à venir. On le voit déjà. Bon. Donc, est-ce que toi, tu as eu, enfin, par rapport à ce terme de chasseur immobilier, est-ce que tu as eu, par rapport aux Français, je parle, hein, là, on va parler vraiment des Français, est-ce qu'il y a eu une problématique? oui, parce que les gens ne comprenaient pas ce qu'on faisait, ils ne différenciaient pas en fait notre métier par rapport à une agence immobilière. Donc le but c'était vraiment il a fallu en fait évangéliser le marché et vraiment expliquer petit à petit la différence en fait entre un chasseur et une agence immobilière. C'est-à-dire que nous on est vraiment les yeux de l'acquéreur, on ne prend pas de produits à la vente, donc on va pas se mettre debout sur la cuvette des toilettes pour voir la Tour Eiffel. On décrit vraiment le bien immobilier tel qu'il est avec ses défauts et ses qualités. Même chose que je dis toujours à mes clients, c'est que je visite la cave. Il y a des problèmes d'infiltration dans l'immeuble, des problèmes de structure, tout ça, on l'analyse. On analyse les Voilà, diagnostics, vous êtes des experts. Vous les vous PV. positionnez en expert et c'est ce que les clients achètent. Et nous, c'est exactement la même chose. On se positionne aussi comme ça, on a cette vision plus, euh, oui, de ce qu'ils veulent. Ce sont des conseils qu'ils ne vont pas trouver sur YouTube ou sur l'IA et qui concernent leur. Alors, toi, ça concerne ce qu'ils vont acheter et nous, ça concerne ce qu'ils vendent. Donc, ça, c'est très important de ne pas être des rigolos et des rigolotes de kermesse. C'est une expression de mon ex-mari d'ailleurs. Je le salue. Mais l'idée, c'est quand même d'être sérieux, professionnel, parce que c'est ce que l'on vend. Bien Euh, sûr. les clients sont prêts à payer en plus, parce que très souvent dans le métier, et ça on va en parler des honoraires là, euh, moi le frein que les coachs immobiliers ont, enfin beaucoup, c'est mais comment je vais me faire rémunérer? Les gens ont l'habitude de se faire rémunérer à l'acte authentique. Est-ce que c'est un problème de se faire payer des honoraires en amont, etc. Non, c'est pas un problème.
parce que ce qu'ils achètent, ce sont des prestations. Et par rapport à ce que tu sais tout à l'heure, est-ce que la mentalité française, est-ce qu'elle peut évoluer? Oui, parce que sinon ton métier, tu n'aurais pas pu le développer s'il n'y avait pas cette compréhension d'acheter des prestations et du temps consacré et un service qui leur est intégralement dédié. Toi comme moi, contrairement au métier d'agent immobilier. Et puis tu as évoqué aussi ce problème de manque de suivi, un peu de euh, voilà, nous, toi, tu vas être en contact, enfin, je dis toi, les chasseurs, vous êtes en contact tout le temps avec vos acquéreurs, vous tenez tout le temps informés, et nous, pareil, nos clients. Donc, par rapport aux honoraires, toi, quelles difficultés au début? Est-ce que ça a été des difficultés? Comment ça s'est développé? Ah ben oui, ça a été des difficultés parce que faire comprendre aux clients en fait que nous, on nous paye une rémunération, une commission en plus de celle de l'agence immobilière, oui, ça a été une difficulté. Surtout que la rémunération de l'agence immobilière, ce qu'il ne faut pas oublier, en France, est beaucoup plus importante que dans certains pays. C'est-à-dire qu'en Plus Angleterre, cher d'Europe. voilà, en Angleterre, exactement. Mais ça, peu de gens le savent. En Angleterre, elle est moindre. Aux États-Unis, on n'est pas du tout sur les mêmes pourcentages. Donc, en fait, quand les clients étrangers arrivent et qu'ils se disent, Ouh là là, mais déjà, c'est 5%, de 5 à 10% pour l'agence, et vous, vous rémunérez en plus. Oui, mais c'est pas le même service. Et bien entendu, si négociation il y a, nous, on est là pour défendre les intérêts de nos acquéreurs à chaque fois. C'est-à-dire que quand on voit un bien immobilier, on estime qu'il est surestimé par rapport au marché, on fait une offre inférieure parce qu'on on fait un benchmark déjà du bien immobilier par rapport à la concurrence, par rapport au marché. Et l'idée, c'est toujours de faire acheter un produit qui soit ce que j'appelle liquide, c'est-à-dire qu'il soit revendable, quel que soit le contexte et quel que soit le marché économique. C'est certain que des personnes qui ont acheté en 2020, 2021, post-confinement, qui se sont précipitées pour acheter des choses, nous N'importe on quel l'a prix. vu, hein, dans le Perche, en Normandie, en Bretagne, qui ont surpayé certains biens et qui là leur vendent 5 ans après et ils se disent, bah, on a acheté ça beaucoup trop cher. Bah oui, mais c'est toujours la loi de l'offre et de la demande en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire acheter un bien immobilier au bon prix et d'être le conseil. Et effectivement, ce que tu dis, le coach, et on accompagne nos clients jusqu'à la vente définitive. Moi, c'est toujours ce que je dis à mes clients, c'est on a un intérêt commun. C'est-à-dire que moi, je suis rémunérée à la vente définitive. Donc le but, parce qu'on me dit souvent, oui, mais si vous ne cherchez pas, bah, si vous ne cherchez pas, déjà, moi, je suis pas payée, donc puisqu'on ne prend pas de frais au démarrage, je suis rémunérée uniquement au succès et mon intérêt, c'est de trouver le bien immobilier. Le but, c'est pas de rentrer des recherches pour rentrer des recherches. Et ça, heureusement, en 23 ans, j'ai acquis un peu, pas mal d'expérience là-dessus et je fais très attention en amont aux recherches qu'on peut prendre en tant que chasse immobilière. Ça sert à rien de faire du volume et de prendre des chasses qui n'aboutiront pas. Et Parce- la chose qui est très importante, en fait, c'est ce que je voulais te dire aussi, c'est que j'ai fait la même chose j'ai lancé en fait Home Like Office parce que je me suis rendu compte que pour les sociétés, les cabinets médicaux, les cabinets d'avocats, etc., qui cherchaient en fait leurs locaux professionnels, n'avaient pas forcément le temps pour chercher leur bien immobilier. Eux, ils sont rémunérés quotidiennement pour leur métier, ils ne sont pas rémunérés pour aller chercher leur futur bureau. Alors, on s'adresse à une taille d'entreprise dans laquelle, effectivement, il n'y a pas, l'entreprise n'est pas staffée avec un office manager en interne qui va faire ce travail de chasse. Donc, on s'adresse à un certain type de société, je te disais, bah, typiquement cabinet d'avocat, cabinet de kiné, oui, des cabinet structures qui médical, vont voilà. pouvoir, qui ont vraiment besoin de ce service. Beaucoup de professions libérales, en fait, cabinet d'archi, choses comme ça. Et l'autre chose qui est importante sur le développement aussi, c'est qu'on a, moi, je croyais pas en fait au développement de la province parce que pour moi, mon métier, c'est un métier qui s'adresse à des gens qui soit n'ont pas le temps, soit habitent pas sur place, ou les deux. Et en fait, quand on est en province, enfin,
avant, en tout cas dans certaines villes, bah, typiquement, tu as le temps de rentrer chez toi entre midi et deux pour déjeuner. Je caricature pas, hein, puisque je suis moi-même provinciale, je suis lyonnaise d'origine. Et alors qu'à Paris, c'est impossible d'imaginer, d'envisager ça dans son quotidien. Donc en fait, en province, la notion de temps n'est pas du tout la même, ainsi que la notion de déplacement. Voilà, traverser Paris d'est en ouest, ça prend déjà trois quarts d'heure en métro, trois quarts d'heure, une heure, alors que Oui. Donc à au Lyon, départ, à tu Lyon, c'est pas du tout pensais, tu pensais que le marché était juste parisien, en gros. Au départ, oui, je pensais que c'était plutôt les grosses villes, bah, typiquement New York, Londres, Paris, etc. Et pourtant, le métier s'est développé. Et le métier s'est considérablement développé. En fait, il s'est développé. Nous, on a commencé à ouvrir la province avec le départ en fait de mon associé à Bordeaux, donc a ouvert Omlaicom à Bordeaux, donc mon associé d'origine qui Sarah. s'appelle Larabel. Hmm. Et ensuite, pendant le confinement, on s'est aperçu qu'il y avait une vraie appétence pour la province et que certaines villes comme Marseille, Aix, Nice, Lille, Nantes, enfin voilà, ou alors des villes côtières comme La Baule, etc., avaient un vrai intérêt pour des gens qui étaient en télétravail parce qu'avec une accessibilité, une connexion hyper facile avec Paris, parce que c'est souvent là que nos clients en télétravail sont. Et en fait, euh, et surtout parce que le marché, la demande en fait se développait beaucoup et que bah, les acquéreurs étaient liés au même problème que les acquéreurs parisiens. C'est-à-dire que à l'époque, quand on visitait un appartement, une maison, il y avait peut-être cinq offres ou intérêts, en tout cas pour cet appartement ou cette maison, pour un seul bien à la vente. Donc il fallait être les premiers et surtout ne pas perdre de temps, ne pas perdre de temps et pas louper le produit. Donc le confinement, le télétravail a considérablement développé l'appétence depuis le confinement et la mise en place du télétravail, pardon, ça a considérablement développé l'appétence pour la province, c'est certain. D'accord. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où tu as implanté le métier en 2003, début des années 2000, il t'a fallu pratiquement 20 ans pour vraiment... euh, à quel moment, entre le moment où tu as démarré, donc un métier qui n'est pas connu, avec les difficultés à se faire reconnaître, peut-être aussi, je ne sais pas, tu vas nous dire comment les agents immobiliers ont vécu l'arrivée aussi des chasseurs, mais à partir de quand le métier a décollé vraiment? Tu t'es dit, c'est vraiment tout, tout, tout le métier, enfin, de ce que tu dis, c'est pas avant le confinement que vraiment il y a eu cette ouverture nationale, on va dire. Bah, après, il y a plein de chasseurs qui l'avaient déjà fait, hein, qui avaient ouvert la province, etc. Mais je suis pas sûre euh, que le, le- que le À couper. Il y a eu une petite coupure. On va voir si ça va revenir. chiffre identifie des zones qui sont importantes. Et puis c'est Attends, toujours excuse-moi, ça a coupé. On a eu une petite coupure, hein. Et c'est toujours une question d'humain, c'est-à-dire que c'est les chasseurs immobiliers qui sont en place en province, c'est eux qui connaissent le marché local, les agences, les notaires, et qui vont vraiment faire le métier de chasse. Donc il faut vraiment connaître particulièrement bien le tissu local. Mais effectivement, pour répondre à ta question, avant 2016-2017, le marché, en tout cas en province, était beaucoup moins important que maintenant. Ça, c'est certain. Enfin, je veux dire, le marché des chasseurs en province. Oui. Et comment les agents immobiliers, donc, est-ce que ça a été facile ou pas? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Bah, il y a eu les mêmes difficultés qu'on a eues à Paris au début, c'est-à-dire que oui, c'est compliqué. C'est compliqué, surtout dans des villes où ils ont, enfin, dans des régions où ils n'ont pas l'habitude non plus du service. Après, il faut pas être non plus sur des micro marchés où, ben, en fait, l'existence du chasseur est un peu complexe, parce qu'effectivement,
quand il y a 3 maisons à la vente par an, c'est compliqué d'exister et de faire du chiffre d'affaires. Donc oui, mais autrement, avec les agences, on a eu effectivement le même, enfin, le même apprentissage et expliquer le métier de Oui, chasseur. il a fallu faire de la pédagogie. Exactement, et c'était le terme que je cherchais. Sauf que par exemple, dans des régions comme le Luberon ou autour de Aix-en-Provence, c'était déjà un métier qui est très développé parce qu'il y a une grosse clientèle internationale. Donc, certaines agences l'avaient déjà compris. Parce que nous, c'est très marqué, hein. Nous, le métier, c'est vraiment au tout début. D'abord, il a démarré les années entre 2015 et 2020. Vraiment, on vivait notre activité. Ça a démarré vraiment assez fort, je dirais. Surtout Bretagne, Alsace et puis le sud, plus le sud-est que le sud-ouest d'ailleurs. Et puis après, bon, il y a eu cet arrêt brutal en 2021. Et là, on sent que ça repart. Euh, qu'est-ce que ça demande intérieurement d'être une pionnière? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des moments, tu t'es dit, je vais lâcher l'affaire, c'est trop dur, je suis fatiguée, ou alors est-ce que ta progression, elle a été comme ça, tu vois, ça a été un peu difficile au démarrage et puis l'activité, elle s'est développée, développée, ou alors il y a eu vraiment des creux, peut-être qu'il y a suivi aussi les crises immobilières. En fait, non, malheureusement, le développement n'a jamais été linéaire. N'a jamais été linéaire. J'aurais bien aimé, mais effectivement, on a fait face à plusieurs crises immobilières. La première qui a été très importante, c'est en 2008. Puis après, il y en a eu successivement. Et là, bah, je te dirais que depuis 2022, on est quand même plongé chaque année face à une nouvelle crise ou une guerre ou en tout cas un Oui, c'est événement ça, c'est le gé- millefeuille. qui fait que le métier devient plus compliqué. Au tout début, en fait, avant 2005, voilà, j'ai trouvé que c'était très dur bah, parce que moi, j'ai toujours travaillé dans des grandes entreprises et en fait, le métier de chasse immobilière, on se retrouve un peu face à soi-même. Alors moi, j'ai un bureau, j'ai plusieurs personnes qui sont sur Oui, c'est ça, tu Paris, étais seule. mais quand tu te retrouves seul le lundi matin en disant, bon, c'est pas pareil que de se retrouver dans une réunion avec plein de personnes et de prendre son Mm. café avec différentes personnes dans la société. Mais en fait, le métier, bah, c'est exactement ce que tu disais. Le télétravail, oui, bah, on a toujours fait du télétravail. Enfin, c'est là où en fait on est hyper précurseur, c'est que c'est un métier de coach, d'accompagnement. Et effectivement, le télétravail, la manière dont on fonctionne avec nos clients, du reporting, etc. Si on me coupe Internet et le téléphone, bah, c'est sûr qu'on n'existe plus. Mais non, non, il y a eu plusieurs remises en question en tous les cas. Mm. Je te dis, 2008, ça a été une crise qui a été très importante. Surtout qu'à l'époque, on avait écrit un livre avec Clara, avec mon associé, qui s'appelait Les clés du chasseur immobilier, qui avait été publié chez Erol, donc une grosse société d'édition. Et en fait, on a sorti le livre une semaine avant la crise de Lehman Brothers, donc avant la faillite de Lehman Brothers. Donc ça a été un petit peu compliqué. Donc ça a été je te dis, la première remise en question. Puis après, bah, il y a eu les gilets jaunes qui a eu un impact énorme, en tout cas moi, sur la clientèle internationale, parce Et qu'ils oui. ont Ouais. ils ont vu la France. Alors souvent, les gens n'en parlent pas, mais pour nous, ça a été, en tout cas chez Home Lycom, on l'a vraiment vu par rapport à notre chiffre d'affaires. Parce que tout d'un coup, la France, c'était plus bah, le pays où on pouvait investir tranquillement. C'est-à-dire que bah, les gens se rendaient compte qu'en fait, il y avait une image de guerre civile qui était véhiculée par les médias internationaux et qui donnait pas envie aux clients étrangers d'acquérir en France, ça c'est certain. Après, il y a eu le confinement, et puis je te dis, toutes les guerres là qui font. Là, j'ai jamais vu. Là, on est au mois de mai. En fait, on se dit toujours, ben, il y a une saisonnalité qui est très forte aussi, ça, on s'en rend Ouais. compte. En immobilier, c'est C'est-à-dire, vrai. en gros, 10 décembre, 10 février, il ne se passe pas grand-chose. Après, on se dit, retour des vacances de février, là, s'il y a un dynamisme. Le Oui, c'est le printemps. printemps.
le printemps, on a envie de changement, on a envie de verdure, d'une nouvelle maison, d'un jardin, etc., d'une terrasse. Ça aussi, ça a été des changements liés au confinement. Ouais. Et en fait, ben, cette année, retour des vacances de février, il y a eu ce conflit. Mm. Euh, ce Et, conflit. oui. Et quelles ressources, tu dirais, quelles ressources, d'après toi, personnelles, euh, ou avec l'expérience, tu dirais qu'il faut pour tenir la distance? Ben, en fait, il faut vraiment croire en soi et ça, c'est le plus important. Enfin, toujours avoir une vision du marché. Après, faut pas être trop précurseur, mais comme dans n'importe quel métier, hein. Si on se lance trop en amont, bah, ça va pas. Il faut se lancer juste au bon moment, mais pas non plus trop tard. Mais ouais, la vision, c'est toujours de se dire, bah, il faut se lancer, il faut développer, il faut essayer des choses. Ça marche pas. Moi, j'ai lancé Home Like Home à Milan parce que voilà, je me suis dit qu'il y avait un intérêt et que malheureusement la France faisait moins rêver et que les gens avaient moins d'appétence pour l'immobilier en France et qu'effectivement, on se rend compte que des pays comme l'Espagne, le Portugal et l'Italie ont su tirer leur épingle du jeu. Donc, à nous de redynamiser la France et il faudrait que le gouvernement nous aide un petit peu plus pour On que va y revenir à la fin parce qu'on arrive déjà presque à la fin, quoique on est bien, on peut continuer. Dis-moi, comment tu as trouvé tes premiers clients au tout début, hein? Alors au tout début, c'était par réseau, très, très sincèrement, par réseau. D'ailleurs, euh, ça reste mes meilleurs clients. C'est-à-dire que les clients qui font appel à nous, qui nous recommandent, sont vraiment pour moi les meilleurs clients. Donc le bouche à oreille, Alors, c'est c'est sûr que dans la nos source métiers, principale. oui, dans nos métiers, c'est sûr que la notoriété, elle arrive très très vite. Mais moi, je vois avec ceux que je forme au sein de l'académie, la première chose que je leur dis, il faut quand même, les premiers clients, il faut aller les chercher. Après, effectivement, notre réputation va suivre, ça c'est sûr, mais il faut aller chercher les premiers clients. Donc, alors, c'était uniquement le réseau, oui, parce qu'à l'époque, on n'avait pas non plus tout ce qui est les réseaux sociaux. Bah, Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça n'existait pas. En oui, c'est 2003, ça. ça n'existait pas. Donc La c'était publicité, peut-être sur la presse. Moi, beaucoup. je sais que la presse a été porteuse. Beaucoup de publicité sur des supports qui n'existent plus, hein. C'était Logic Imo ou qui étaient des magazines gratuits distribués devant les agences immobilières. Enfin, voilà, quand je parle de ça, j'ai l'impression d'être Dinosaure. le dinosaure de la chasse immobilière, mais c'est vrai que non, bah, moi j'ai fait beaucoup de publicité dans des magazines qui existaient dans l'Eurostar, dans les gares SNCF, dans les avions, dans les magazines EasyJet ou autres, magazines Air France. Enfin voilà, beaucoup de publicité effectivement à l'époque que je fais beaucoup moins maintenant, puisque maintenant je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est certain, avec LinkedIn qui est très important pour nous, Instagram, un petit peu moins Facebook, mais voilà, qui sont les principaux réseaux. Mais nous, notre principal, le client qui vient par bouche à oreille, c'est un client, c'est pas la même chose que quelqu'un qui me trouve par hasard sur Internet. Après, bien entendu, on a besoin des deux, mais on se rend compte avec l'expérience que le climat n'est pas le climat de confiance au départ n'est pas le même. Voilà. Non, ça c'est évident. Et on est des métiers, justement, les clients sont prêts à payer. Encore une fois, ça ne pose aucune difficulté de payer les prestations, mais c'est évident qu'il faut qu'ils aient confiance parce que, en plus, bon, comme ils achètent autant des prestations, une expertise, mais aussi une personne. Donc la Exactement. relation de confiance, elle est primordiale dès le début. Exactement. Par rapport à ce que tu disais, le gouvernement, donc nous, clairement, c'est ce qui a permis, si tu veux, dans le timing, donc j'ai co-créé avec 10 autres confrères la FNDCI pendant le confinement, en mars 2020. Et ensuite, on a constitué assez vite une force, c'est-à-dire qu'on a enregistré 48 adhésions entre 2020 et 2024. Et c'est ce qui nous a permis, grâce à des députés en région, de contacter Bercy
Et là, je me suis dit, youpi! En plus, bon, il se passait des tas de choses. On a PAP.fr qui a gagné tous ses procès contre la FNAIM, etc. Je me suis dit, c'est bon, le métier, je me voyais déjà avec la carte C au bout de la main. Bon, alors c'est vrai qu'on a eu 2 audioconférences avec Bercy, mais bon, c'est sûr que il y a pas une suite parce que il y a une instabilité politique aujourd'hui. Ils ont un peu autre chose à penser. Euh, et pour autant, on le sait, toi et moi, le métier, enfin la loi Hoguet, déjà, elle est poussiéreuse à souhait. Ça ne tient pas compte énormément de choses dans les outils digitaux. Enfin bon, bref, il faut revoir la copie. Donc, ma dernière question, enfin, je voudrais finir là-dessus. Comment est-ce que tu vois l'avenir par rapport à ces politiques, justement, qui ne sont pas là, on va dire plutôt, qui ne sont pas soutenantes pour l'immobilier, pour tout ce qui est, mais aussi les promoteurs, le bâtiment, le logement. Enfin, là, aujourd'hui, il y a vraiment, c'est assez catastrophique, hein, je crois qu'on peut le dire. Comment est-ce que tu vois l'avenir de l'immobilier, que ce soit les chasseurs, les coachs, les agents immobiliers Bah, en fait, l'idéal, ce serait qu'effectivement, il y ait le métier, comme aux États-Unis, en fait. Aux États-Unis, il y a des buyers agents et il y a des vendeurs, enfin, il y a des agents pour les vendeurs. Donc, chacun est bien différencié. Et aux États-Unis, ils travaillent avec des listes où tous les biens immobiliers sont regroupés. Enfin, je veux dire, ça pose pas de problème. Et pour autant, l'agence immobilière a tout à fait sa place. Donc, et ce que je vois, en tout cas, en évolution par rapport au début de mon métier de chasse immobilière, c'est certain que on se rend compte que les agences sont beaucoup plus crédibles qu'auparavant, parce que vendre un bien immobilier entre les diagnostics à faire, les lectures des PV d'AG, etc., les gens, ils n'ont pas envie de s'embêter. Donc en fait, au début de Home Like Home, je pense que j'avais à peu près 55% de mes recherches, en tout cas de mes trouvailles qui étaient faites en direct par un particulier, quel qu'il soit. Alors que maintenant, c'est beaucoup moindre parce que ce que je te dis, je pense que effectivement, la difficulté de la loi du flot, tout ce qui a été mis en place, en tout cas en 2014 et les évolutions annexes, font que en fait, c'est beaucoup plus chronophage et compliqué de vendre un bien immobilier par soi-même. Voilà, aujourd'hui, pour un néophyte, c'est impossible. Euh, exactement. alors, pourquoi? Parce que déjà, première chose, enfin, moi je vois, la prestation systématique. Parce que nous, c'est pas un package comme vous les chasseurs. Nous, on peut découper les prestations, on va dire. Ils achètent les prestations, ça peut être ça peut être dans des forfaits, mais on peut faire à la carte aussi. Enfin, bon. Mais systématiquement, c'est le coaching visite. Comment faire une visite efficace? Parce que ce qui se passe, c'est que quand ils veulent vendre par eux-mêmes, c'est la première chose qui coince. Ils parlent trop, ils laissent pas suffisamment les acquéreurs, enfin les acquéreurs potentiels se projeter, etc. Donc systématiquement, c'est ce dont ils ont besoin. Et après, systématiquement, qui est une de mes prestations les plus chères, ils achètent le suivi juridique. C'est-à-dire tout le suivi de la vente. On s'occupe de, parce qu'aujourd'hui, un acte, enfin, je le sais, moi j'ai connu les actes, tu avais, allez, 20 pages. Aujourd'hui, ça peut en faire 100. D'ailleurs, c'est dématérialisé. Maintenant, on n'en voit plus en recommandé, les compromis. Bon. Enfin, alors, c'est diagnostic. Plus il y a de diagnostic et plus ils en pondent, enfin, c'est sans fin. Donc, aujourd'hui, c'est devenu le contexte même, je dirais tout ce qui est le côté juridique de la vente est devenu tellement complexe que non, un particulier, oui, alors peut-être avec un bon notaire, mais enfin même quand le notaire est bon, souvent il est débordé. Donc moi j'ai vu des dossiers passer derrière le radiateur et on l'oublie. Un mois avant la signature, hop, la DIA n'est pas déposée, rien n'a été fait. Bref, donc voilà, il y a tout un contexte aujourd'hui. C'est sûr qu'un particulier vraiment tout seul, ça n'existe plus. Voilà. Après, concernant le métier d'agent immobilier, absolument, il n'est pas voué à disparaître, mais je pense qu'il va falloir quand même qu'il évolue. En tout cas, il faut faire évoluer la loi Hoguet, ça c'est sûr.
Bien sûr, bah, je te dis, l'origine de la FNCI en 2007, c'était effectivement pour faire évoluer la loi Hoguet. Après, c'est exactement ce que tu as dit. Suite au changement de plusieurs gouvernements, etc., moi, je peux pas où je fais de la politique mon métier, où je développe le chiffre d'affaires de Home Like Home, mais je peux pas être partout. Donc voilà. Et puis, tu rencontres le ministre du logement, de l'immobilier, et malheureusement, bah, 3 mois après, il est plus là. Donc, tout repart à zéro. Donc, voilà. Alors nous, notre ministre, que toi comme moi, ce n'est pas le ministre du Logement, c'est le ministre de l'Économie et des Finances, enfin, des petites entreprises. Hein, alors le titre est assez long, mais bon, enfin, en tout cas, tant qu'on n'aura pas de stabilité politique, ça va être compliqué de faire avancer les choses. Donc moi, mon idée, c'est plutôt de tenir la distance. Je crois que c'est Daïda qui disait tenir et durer. C'est serrer les fesses, hein, tenir, s'accrocher à sa vision, avoir la foi et on va y arriver parce on est l'avenir. La prestation de service va se développer, ça c'est une certitude. Déjà parce que je pense que l'entrepreneuriat va se développer. Au- bah, au- au- ça, j'espère, parce que enfin, je milite pour ça et je trouve que c'est formidable de créer son propre métier. Alors après, c'est pas de tout repos, hein. C'est Ça plutôt c'est des sûr. sueurs froides. La nuit, on dort pas de la même manière, etc. Mais on reste son propre patron On et perçoit les fruits de ses propres compétences. Et puis, tu sais, comme je dis déjà, c'est pas plus difficile quand tu cherches du boulot, surtout quand tu es une femme passée un certain âge, comme un homme d'ailleurs. C'est pas plus difficile d'aller chercher des clients que des patrons. Et puis, de toute façon, le salariat, vu les charges, enfin, aujourd'hui, on le sait, ça va être de plus en plus compliqué. Et puis, on n'a pas plus d'assurance. On est quand même sur des sièges éjectables, même quand on a un CDI. Donc, Mm. tout a ses Exactement. avantages et ses inconvénients. Alors, c'est le moment, on arrive à la fin de cette interview. C'était passionnant et encore, j'avais plein d'autres questions, mais bon, on a abordé déjà beaucoup de sujets. On en refera peut-être une un peu plus dans le temps pour voir. Mais je te laisse, c'est le moment de la parole libre, donc je te laisse aborder peut-être quelque chose que tu n'as pas pu aborder dans cet échange, un sujet Oui, qui te paraît important. alors pour moi au sein de Home Like Home, souvent on me dit oh là là, mais il y a que des femmes chez vous. Bah, en fait, ça s'est fait un petit peu par hasard. Alors déjà, l'immobilier, c'est souvent une affaire de femmes et c'est rigolo parce que quand on définit le cahier des charges avec nos clients, on voit bien quel est le rôle de chacun dans le couple et on sait, allez, 90%, dans 90% des cas, c'est la femme qui aura le mot de la fin. Et en fait, bah parce que il y a effectivement une part de subjectivité, de se sentir bien chez soi, d'harmonie, etc. Donc je trouve que c'est souvent une affaire de femmes. Et alors moi, la particularité chez Home Like Home, c'est que j'ai toujours, les personnes qui travaillent avec moi sont des personnes qui ne viennent pas de l'immobilier, qui ont des backgrounds complètement différents, parce que je trouve que ça amène justement une richesse humaine qui est très importante. Donc aussi bien des femmes qui étaient avocates, architectes, ingénieurs, qui travaillaient dans le marketing, dans la finance. Enfin, je pense que j'ai à peu près tout eu dans la mode, enfin un peu de tout, mais toujours une affinité avec la décoration, l'architecture et surtout souvent des femmes qui ont une expérience, en tout cas à l'étranger, d'expatriation et qui savent ce qu'est le service. Oui, et d'ailleurs, j'ai eu Nathalie qui a travaillé avec moi, Nathalie Lecomte, que j'ai eu à mes côtés pendant 2 ans, extraordinaire, et elle a beaucoup vécu à l'étranger, son mari était militaire, et donc exactement ce que tu viens de dire. Voilà. Écoute, je te remercie infiniment. Alors, tu sais que je voulais te poser la question justement. C'est bien que tu le dises en dernière partie parce que est-ce que c'est un hasard si si chez Home Like Home, il n'y a que des femmes? Parce que moi, quand j'ai créé Accompagne-toi, enfin moi, c'est l'idée d'un réseau de femmes. Et au début, tout le monde m'a dit, oh là là, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es complètement folle. Tout le monde va te tomber dessus. On va te traiter de ceci, de cela. Bon, moi, il faut savoir que j'ai peur de rien et que quand j'ai une idée, de toute façon, comme je pense que j'ai téléchargé d'en haut, je j'ai aucune peur à avoir. Je suis sûre que c'est ce qu'il faut faire. Et je n'ai jamais été embêtée, j'ai jamais eu. Bon. C'est un peu plus compliqué au recrutement parce que, ben, voilà, on me dit, ah ben oui, mais non, l'annonce, vous pouvez pas, il faut qu'elle soit mixte. Bon, bref. Enfin, en tout cas, c'était.
Pour moi, en tout cas, c'est voulu, ça c'est sûr, mais donc toi, c'est un hasard. Enfin, un hasard. Moi, c'est un hasard, effectivement. Et le plus rigolo, c'est qu'en back-office, en tout cas, toutes les personnes qui travaillent avec, pour Home Like Home, aussi bien sur les réseaux, le SEO, le site, etc., sont majoritairement des hommes, en fait. C'est Moi drôle. aussi, mes partenaires sont des hommes, bien sûr. Donc, c'est la complémentarité, c'est super. Exactement. Euh, bon, écoute, je te remercie infiniment. Eh bien, Et écoute, moi, je nous souhaite un deuxième semestre 2026 plus dynamique et surtout avec une paix dans le monde où on puisse avoir de vrais projets, enfin plein de projets immobiliers en tous les cas. je crois que tout le monde a cette envie que tout redémarre, mais pour rester positif, tout est cyclique. Et quand on est, bon là on est dans le creux de la vague, etc. Mais il faut savoir qu'après le creux, ça remonte toujours. C'est remonté après 2008, ça remontera, c'est remonté après le Covid, etc. Voilà. Donc là, on est au creux. Donc maintenant, je pense que là, on est bien bas. Maintenant, on ne peut que remonter et c'est toujours en mieux et en plus grand. Voilà. Exactement. Merci infiniment. J'arrête là Merci. notre enregistrement et